petits points. D'abord, le professeur Bernard Nordlinger, vous êtes la vigie à l'Académie de médecine sur toutes les questions d'intelligence artificielle et du numérique en santé. Vous avez co-dirigé l'ouvrage collectif Intelligence artificielle et médecine avec Cédric Villani, le premier tome en 2018 et le deuxième tome en 2022, parce que les innovations sont nombreuses et arrivent rapidement. Et donc vous allez commencer par une petite intervention, balayer un petit peu les problématiques que soulève cette thématique, et ensuite nous accueillerons quelques experts en plus pour échanger autour de tout ceci. C'est à vous la parole. Et je vous remercie, puis je vous remercie pour votre invitation qui me fait un grand plaisir, et je dois dire, on n'est pas là pour s'envoyer des fleurs, mais j'apprécie beaucoup la qualité de votre journal. Alors, je vais faire une rapide introduction, un survol rapide en 15 minutes des applications d'intelligence artificielle à la santé, bien entendu pour laisser un peu de place ensuite pour les échanges. Alors, si je peux avoir les premières dias, s'il vous plaît. Nordlinger. Nous attendons les diapositives. Alors, mon idée, mon souhait, c'est pas de répondre à toutes les questions, mais de vous montrer qu'il y a de nombreuses applications potentielles, que la santé est un des principaux domaines d'application de l'intelligence artificielle, mais qu'on ne peut pas non plus tout lui demander. Et ce qu'on appelle intelligence artificielle, ce sont des programmes d'ordinateur qui ont pour but de résoudre des problèmes. Alors pour commencer, je peux vous dire, dans l'intelligence artificielle, d'une part, les ordinateurs peuvent être programmés par les ingénieurs pour répondre à un problème, et les ordinateurs et les programmes peuvent apprendre eux-mêmes et résoudre des problèmes. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique ou le machine learning, qui peut avoir des tas d'avantages, mais aussi où il faut qu'il y ait une intervention, une garantie humaine pour s'assurer que la réponse de l'ordinateur et la proposition, qu'elle soit en matière de santé ou en matière de justice, est bien conforme et qu'il n'y a pas d'erreur. Donc ça, c'est un principe général. Et si vous voulez, dans mon intervention, j'insisterai, je conclurai sur le fait que l'intelligence artificielle, elle n'est pas là pour remplacer les médecins, et j'espère et je ne pense pas qu'on n'ira jamais vers des médecins automatiques, ni des chirurgiens automatiques avec les robots, mais on ira vers une utilisation d'un outil. L'intelligence artificielle, c'est un outil, et j'insiste beaucoup là-dessus, dont il faut que les professionnels de santé apprennent à le maîtriser, à l'utiliser pour aller vers un médecin augmenté et pas un médecin automatique. Alors, si j'ai la présentation... Oui. Vous voulez que je les passe ou... Je vous donne la télécommande. C'est là. Voilà. Alors, ce que je vous disais, donc les ordinateurs sont programmés pour réaliser des tâches, et l'apprentissage automatique, donc, c'est quand les machines et les ordinateurs apprennent eux-mêmes. Bon, un intérêt de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle permet d'analyser très rapidement des grandes quantités de données, ce qui fait qu'il y a de nombreuses applications dans le domaine de la santé. Alors, je veux dire tout de suite que la médecine de demain, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, ne se résumera pas au progrès des technologies du numérique. Il y a des tas d'autres progrès, on en a parlé tout à l'heure. L'IA, intelligence artificielle, est un élément important de ces progrès, mais bien entendu, il y en a des tas d'autres, l'immunothérapie, la génomique, la thérapie génique, etc., en sachant que toutes ces disciplines profitent aussi des progrès de l'intelligence artificielle. Alors, quelques exemples d'applications rapides. C'est pas une liste exhaustive, c'est juste pour donner un substratum à la discussion tout à l'heure. L'aide à la décision, c'est ce qui intéresse le plus les citoyens. Est-ce que un programme va pouvoir m'aider à faire le diagnostic de ma maladie? Alors,
il y a un grand enthousiasme pour une promesse de soins de santé plus performants et un accès plus rapide quand on sait les délais d'obtenir des rendez-vous avec certains spécialistes. Clairement, l'IA peut aider les médecins à mettre à jour leurs connaissances et à gagner du temps médical, donc avoir plus de temps à consacrer avec leurs patients. Cette aide à la décision, elle fait aussi l'objet d'un certain battage médiatique où des experts font un peu le buzz dans les médias en disant que les cliniciens seront remplacés par des machines. Très franchement, j'y crois pas. L'IA ne peut pas remplacer ce qui est la base de la médecine, c'est-à-dire la relation d'un médecin et d'un malade, et l'examen clinique et le bon sens, parce qu'elle n'a pas de bon sens, elle n'a pas d'empathie. Alors, une question qui se pose souvent maintenant, et il y a des publications régulièrement là-dessus, c'est est-ce que l'intelligence artificielle peut ou pourra rivaliser pour certaines spécialités avec les performances des cliniciens ou les surpasser dans certains cas. Puis on voit arriver des papiers comme ça. L'intelligence artificielle a surpassé des pneumologues pour l'interprétation de tests respiratoires. Voilà. Alors, l'aide à la décision, elle connaît des obstacles. Alors, il y a des obstacles techniques. Ceux-là, ils seront à plus ou moins court terme surmontés. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir des outils d'aide à la décision, il faut des données, il faut des algorithmes, et puis il faut une interopérabilité, c'est-à-dire qu'il faut parler le même langage pour se comprendre. Et puis il y a surtout des obstacles humains. D'une part, il faut la confiance. Ça marchera jamais si on fait peur aux gens et si on n'arrive pas à leur expliquer à quoi ça peut servir et quels sont les bénéfices qu'ils peuvent en tirer. Et puis il y a ce qu'on appelle l'effet boîte noire. Vous savez, l'effet boîte noire, c'est ce qui se passe entre le moment où on a rentré la question dans l'ordinateur et la réponse du réseau de neurones. Et il faut pouvoir expliquer, sinon les détails, au moins le principe de fonctionnement, si on veut avoir la confiance des gens. Donc, ces systèmes d'aide à la décision automatique, ils ont fait l'objet d'énormes investissements dans l'industrie du numérique, avec jusqu'à présent pas mal de désillusions et d'échecs. IBM Watson, par exemple, pour différentes raisons, on peut en reparler tout à l'heure, mais enfin ça n'a pas marché. Actuellement, les géants de l'Internet ont affiné leur stratégie en tenant compte des échecs, et le but annoncé n'est pas de faire un diagnostic, en tout cas, par exemple pour ces Chinois, mais de proposer, suggérer un diagnostic. Alors, par exemple, il y a aussi des problèmes avec des montres connectées, dont beaucoup sont porteurs, moi j'en ai une là, qui permettent de surveiller des paramètres personnels, aussi la biologie, par exemple pour la glycémie, et qui aussi peuvent avoir des tas d'avantages, mais qui peuvent aussi envoyer à l'hôpital des patients complètement asymptomatiques après des interprétations erronées de leurs données. C'est ce que les anglo-saxons appellent overdiagnosis. Alors, la télémédecine, c'est un autre sujet important. Bien entendu, la télémédecine, on parle des déserts médicaux, peut être très utile là où l'accès aux médecins est difficile ou éloigné. C'est les déserts médicaux, donc. Dans les pays du Sud, en Afrique subsaharienne, où près de 90% de la population a accès à des smartphones, donc elle peut aider au diagnostic avec des appareils connectés. L'avantage, bien entendu, elle est simple, elle est rapide, elle évite les déplacements, les délais pour certaines spécialités, les limites, bien entendu, il n'y a pas d'examen clinique et on ne peut pas suivre entièrement un malade sans examen clinique. Et puis il y a des problèmes de couverture Internet et des problèmes de confidentialité, bien entendu, parce qu'on ne sait pas où vont les données individuelles des patients. En France, vous savez que la télémédecine est remboursée par l'assurance maladie sous certaines conditions, avec aussi des risques d'abus qui ont fait l'objet d'un certain nombre d'articles dans les médias parce qu'il y avait prescription automatique d'arrêt de travail qui n'était pas toujours justifiée. Alors voilà, par exemple, une sonde d'échographie connectée à un smartphone. Il y a d'autres applications transmises à distance avec interprétation à distance. Alors, pour parler maintenant des robots chirurgicaux. Alors, ce qu'on appelle les robots chirurgicaux, en fait, ce ne sont pas des vrais robots, ce sont des télémanipulateurs qui convertissent les mouvements du chirurgien en mouvements précis. Et il n'y a pas ou peu d'intelligence artificielle dans les robots chirurgicaux actuellement, mais l'arrivée de l'IA dans ces dispositifs apparaît inéluctable. Juste pour une réflexion,
pour que ces robots chirurgicaux deviennent autonomes, il faut imaginer va falloir qu'ils puissent voir, penser et agir comme un chirurgien. Voir, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des capteurs non seulement visuels mais tactiles. Penser, ça veut dire qu'il faut un processeur qui utilise un algorithme et analyse des informations. Et agir, ça veut dire qu'il faut commander des actionneurs mécaniques. Donc on n'y est pas encore. Là où on est plutôt, c'est que les objectifs actuels vont plutôt à la mise au point de systèmes qui améliorent les procédures et réduisent la variabilité des gestes humains, les tremblements, les erreurs. Et puis le futur, je pense, appartient plus au partenariat, comme pour les médecins généralistes, comme pour les médecins, au partenariat entre les chirurgiens et les robots, plutôt que des robots qui remplaceraient complètement les chirurgiens. Alors très rapidement, en revue, les disciplines médicales qui peuvent être concernées par l'intelligence artificielle. En premier, c'est toutes celles qui utilisent des images. En fait, si on regarde un peu, c'est toutes les disciplines médicales sont plus ou moins concernées. Par exemple, cette application qui permet de rechercher des zones suspectes sur des mammographies à la recherche d'un cancer du sein, où la machine peut détecter une zone suspecte et faciliter le travail du radiologue, ou être très utile dans les campagnes de dépistage de cancer du sang, où il faut des premières lectures et des deuxièmes lectures, ce qui est un travail un peu rébarbatif. Ou, par exemple, analyser et retrouver une tumeur automatiquement sur un cliché pulmonaire, ou estimer le pronostic des cancers du rein, des images fournies par Laure Fournier, ou les images, on va en parler tout à l'heure, Irène Bu va nous en parler. Les images permettent non seulement de déterminer la forme, mais aussi l'évolution des tumeurs grâce à leurs caractéristiques et leur pourtour. Alors, il y a des disciplines pour lesquelles c'est moins évident. En pédopsychiatrie, les enfants se confient souvent plus volontiers à des petits agents conversationnels comme celui-là, qui ont des formes anthropomorphiques, qu'à des médecins avec une blouse blanche, donc c'est très utilisé. Et puis à l'autre extrémité de la vie, dans les EHPAD, ce petit robot agent conversationnel qui s'appelle Paro, qui peut répondre aux questions et qui, bien entendu, n'analyse pas les émotions, mais la traduction des émotions, et qui est disponible dans environ 1 millier d'EHPAD. Alors ça peut être utilisé aussi en anatomie pathologique, où les lames virtuelles peuvent être échangées entre les laboratoires, agrandies, et c'est un avantage considérable. Par exemple, pour les cancers du sein, on peut automatiquement classer les tumeurs qui expriment les mêmes modifications génétiques et qui donc pourront bénéficier du même traitement. Ou en cardiologie, vous voyez cette image où cette équipe de l'INRIA, à partir d'IRM anglaise, analyse alors il n'y a pas l'animation, mais peu importe, à gauche des IRM de cœur, et à droite, le réseau de neurones va classer ça en cœur normal, cœur avec infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque droite ou gauche. Donc ça aussi, ça peut aider grandement le médecin. Alors là, il y a une petite erreur, mais là, c'est un poumon de Covid, où pour dire que dans l'épidémie, l'analyse automatique des clichés pulmonaires peut permettre de découvrir des anomalies du Covid. En revanche, on estime généralement que l'IA a apporté très peu de compréhension à l'analyse de l'évolution du Covid. En revanche, ce qu'on a appris pourra être utile dans les prochaines épidémies, mais là, on n'en a pas beaucoup profité. Alors, un autre sujet, c'est la prévention des maladies. Exploiter les données de santé pour prédire la survenue ultérieure de maladies avant les symptômes, c'est une question qu'on pose souvent. Voilà, il y a des différents exemples: Parkinson, troubles du rythme cardiaque, cancer, etc. Les limites, bien entendu, c'est les conséquences psychologiques d'annoncer à quelqu'un qui va avoir une maladie qui n'arrivera pas forcément, et le surdiagnostic, et puis bien entendu les problèmes éthiques. Encore une fois, je survole pour laisser de la place à
aux échanges tout à l'heure. Et puis peut-être moins connu, voici une image qui m'a été fournie par Jean-Marc Delvit du CNES, Centre d'études spatiales, des images prises à partir de l'espace, où des algorithmes permettent de déterminer, là c'est à Montpellier, quels sont les endroits où il y a le plus de moustiques Aedes et le plus de pathologies liées à ces populations de moustiques. Donc vous imaginez l'intérêt que ça peut avoir. En recherche en biologie santé, bien entendu, l'intelligence artificielle a des tas d'applications potentielles, encore une fois parce qu'elle permet d'analyser des grandes quantités de données. En recherche clinique, les corrélations, en épidémiologie, les plateformes, le partage des résultats, la modélisation de la progression des tumeurs et en pharmacie, la découverte de nouvelles molécules, par exemple. Vous avez tous entendu parler de cette publication de l'année dernière qui était une avancée absolument majeure en biologie, où une équipe d'AlphaFold, DeepMind, qui dépend de Google, a réussi, grâce à l'IA, à déterminer la structure trois-dimensionnelle de la plupart des protéines du monde. Et maintenant, ça a été aussi dupliqué, ça, par d'autres équipes. Et par exemple, une autre possibilité, c'est d'analyser des tas de microsections avec une grande vitesse et par exemple de trouver l'environnement de toutes les cellules qui entourent un neurone, comme sur cette image. Et puis maintenant, il n'arrête pas, il n'y a pas de semaine sans qu'on donne des nouveautés. Voilà, par exemple, maintenant, ces modèles, ces équipes arrivent avec l'IA à fabriquer des molécules avec toutes les formes possibles. On peut imaginer à quoi ça peut servir en bien. On peut aussi se poser des questions à quoi ça pourrait servir en mal. Éthique IA, bien entendu, l'usage du numérique et de l'IA doivent respecter les principes éthiques. Parce qu'on voit le potentiel énorme, il faut pouvoir contrôler ça, il ne faut pas laisser jouer à l'apprenti sorcier. Il faut bénéficier des avantages de l'IA et minimiser les risques et respecter les grands principes de l'éthique qui sont rappelés ici. Alors en France, on a un avantage. On a aussi des inconvénients. On a un avantage, c'est qu'on a des données de santé. On a des données de santé publiques qui sont celles des hôpitaux, celles de la carte vitale, qui sont accessibles à la recherche. C'est un avantage que nous envient nos voisins. J'ai organisé l'année dernière un symposium avec des équipes américaines du MIT. Eux, les données de santé, ils n'ont pas accès parce qu'elles sont la propriété de compagnies d'assurance qui les vendent très cher. Le système des données de santé, c'est donc toutes ces données de santé, et pour y avoir accès, l'idée c'est qu'elles soient toutes stockées à l'entrepôt national des données de santé qu'on appelle le Health Data Hub, et que le catalogue initial soit enrichi par celui des cohortes et des autres bases de données. Et pour y avoir accès, il faut avoir l'avis d'un comité qui s'appelle le CESRES, Comité éthique et scientifique pour les recherches en santé, que je préside, et ensuite avoir une autorisation de la CNIL. Et pour conclure, donc ce rapide, vous me pardonnerez l'aspect un peu catalogue, mais pour servir de base au panel d'après, je rappelle qu'à mon sens, l'IA est un outil formidable au service des soins et de la recherche en santé, et il faut développer la confiance. Ça c'est important parce que s'il n'y a pas de confiance, on risque d'avoir le même problème qu'on a pu avoir par exemple pour les vaccins, la confiance du public et des professionnels. Il faut former les professionnels de santé, donc il faut enseigner aux médecins à savoir utiliser ça. Et le but n'est pas de fabriquer un médecin automatique, mais un médecin augmenté qui sache utiliser ce nouvel outil. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et vous me pardonnerez le caractère un peu catalogue.